On n'est pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle Du côté des petites filles, et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Les différences biologiques qui sont évidentes, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu? Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un, certainement. Mais l'importance qui leur est accordée, l'importance que prennent ces différences, vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Mais quand vous dites exploitation ou oppression, ça suppose qu'il y ait une volonté à un moment donné. Ce n'est pas simplement accidentel. Alors, où retracez-vous l'origine de cette volonté sur le plan historique et comment, à votre avis, se manifestait-elle de la part des hommes? Ça remonte à la nuit des temps. Je crois qu'il faut partir de l'idée que, comme on a dit, l'homme est un lot pour l'homme, il existe la rareté, il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors les plus forts, et il y a eu un moment dans la nuit des temps où la force physique, ça comptait énormément, les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement pour être ceux qui étaient toujours sûrs de manger. C'était très visible en Chine, par exemple, où il y avait de grande pauvreté, et on laissait mourir si on tuait les petites filles, et on empêchait les femmes de participer à la production, de manière à ce que l'homme ait vraiment tout en main. Ça a été comme ça toujours, et ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge et dans les siècles, enfin, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonne femme et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas. Alors les femmes, à ce moment-là, se sont vues reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide-assistante, etc. Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus. On voit comment il y a eu une volonté, puisque vous parliez de volonté, une volonté des hommes d'arracher la médecine aux femmes. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Il y a donc en effet une volonté. Et maintenant, cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très 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 forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs. Il y a une phrase qui est intéressante, surprend dans vos mémoires. Vous dites qu'en écrivant Le deuxième sexe, vous êtes aperçu que vous découvriez à 40 ans, au moment où vous l'avez écrit, une situation qui crevait les yeux dès qu'on l'avait aperçue réellement. Alors comment ça se fait que vous, qui étiez une intellectuelle, qui aviez fait des études poussées d'agrégation, vous n'aviez pas ressenti avant 40 ans la condition de la femme telle que vous la décrivez?
Parce que j'ai vécu ma propre condition, qui était, comme vous dites, une condition d'intellectuel, qui avait la chance de faire un métier dans lequel il n'y avait pas de compétition avec les hommes, puisque l'enseignement est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes. J'avais eu des camarades à la Sorbonne ou enfin ailleurs, qui, justement, sur le plan intellectuel, me traitaient tout à fait à égalité, donc je n'avais pas senti cela. Comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfants, que j'avais donc pas amené une vie intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. Alors, plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir, à mieux regarder autour de moi, j'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le deuxième sexe. Parce que c'était à l'origine pas une étude qui était destinée à transformer la condition de la femme, c'était plutôt une recherche intellectuelle. C'était une étude théorique beaucoup plus qu'un travail militant. Et je suis très heureuse d'ailleurs qu'il ait pu par la suite être repris par des militants, parce que maintenant il joue un rôle militant ce livre. Mais sur le moment, il n'avait pas du tout été conçu comme cela.